Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur les antennes de TV5 Monde, sur celles de Radio France Internationale, en liaison avec le quotidien français de référence, comme on dit, Le Monde, pour cette émission internationale, dont l'invité est aujourd'hui Dominique de Villepin. Merci, Monsieur de Villepin, d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de questions à vous poser sur la vie politique française et bien sûr sur les grands dossiers internationaux. Pour éclaircir peut-être un premier point, est-ce que c'est un homme politique que nous recevons à cette émission aujourd'hui, ou un ancien homme politique, puisque vous êtes également avocat, vous sillonnez le monde? Oui, à vous de le dire, c'est pas à moi, homme public en tout cas. Ouais. Ce que je vais vous proposer, avant que nous commencions cette émission, c'est de revenir sur une décennie extrêmement riche, extrêmement chargée, où on va voir quelques clichés, 7 exactement. Nous avons demandé à l'une de nos consoeurs de regrouper tout cela, et on lui a dit « tu as 2 minutes ». Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. L'heure de gloire pour Villepin le flamboyant, applaudi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ministre des Affaires étrangères façon de Gaulle, il s'oppose aux Américains qui veulent déclarer la guerre à l'Irak. 2 ans plus tard, le voici à la Baule, tel James Bond sortant de l'eau. Fraîchement nommé Premier ministre, il court vers un avenir radieux. Il a ravi le poste à son grand rival Nicolas Sarkozy, qui marronne derrière ses lunettes noires. Villepin, le diplomate, l'énarque récompensé pour sa fidélité et sa loyauté au président Chirac. Secrétaire général de l'Élysée, il aurait animé un cabinet noir chargé d'étouffer les affaires autour du président. C'est lui aussi qui suggère de dissoudre l'Assemblée, un échec cuisant. À Matignon, il est en première ligne, pris dans la tourmente des émeutes de banlieue, des manifestations de la jeunesse contre le contrat première embauche, adopté en force avant d'être abrogé. Au printemps 2006, l'affaire Clearstream, le scandale politico-financier. Dominique de Villepin est mis en cause. Sarkozy dénonce une tentative de déstabilisation avant la présidentielle de 2007. Et à l'ouverture du procès, l'ex-premier ministre tire à boulet rouge sur le nouveau locataire de l'Élysée. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi. Blanchi, il l'est définitivement 1 an plus tard. Et de colère, il crée son propre mouvement politique, avec en ligne de mire 2012. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Nouvel échec, il abandonne la course faute de recueillir les 500 signatures nécessaires. Aujourd'hui, reconverti en avocat d'affaires, il met son carnet d'adresses au profit de sa nouvelle vie, conseiller économique pour les Chinois et les Qataris. Écrivain à ses heures, l'homme d'affaires n'oublie pas pour autant son amour des belles lettres. Fin novembre, le bibliophile met d'ailleurs aux enchères sa collection de livres politiques avec des pièces estimées jusqu'à 60 000 €. Dominique de Villepin, un personnage dont la vie inspire même le 7e et le 8e art. Muse des chroniques diplomatiques de la bande dessinée Quai d'Orsay, ses aventures rocambolesques se retrouvent aujourd'hui sur grand écran. Tac, 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 efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Voilà, en 120 secondes, un portrait que je ne vous demande pas forcément de commenter. Nous parlerons de la situation française dans un deuxième temps de cette émission. Nous allons, avec mes collègues Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Christophe Chatelot du quotidien Le Monde, vous poser beaucoup de questions sur la situation internationale. Peut-être un mot sur un chiffre. 20% de popularité pour le président de la République, François Hollande. Est-ce qu'on peut encore gouverner dans ces conditions? Vous avez connu la popularité en d'autres temps, on vient de le voir, mais est-ce que là, on peut encore faire quelque chose? On peut faire 2 choses. La première, qui est la tentation naturelle des hommes politiques, c'est de ne rien faire en se disant que cela ira mieux. Ce sera voué à l'échec. Et la deuxième, c'est de respirer bien fort et de prendre la mesure de ce qu'il convient de faire, qui est difficile, et d'accepter de faire ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les réformes indispensables pour adapter, changer notre pays et répondre aux besoins des Français. Vous savez, quand on regarde en arrière sur les mois qui ont précédé, on se rend compte que beaucoup de décisions ont été prises, mais qui ne correspondent jamais à la mesure des enjeux. Gouverner, réformer, c'est savoir prendre des décisions qui correspondent aux exigences d'un temps. Et la France, elle est dans le monde.
alors qu'elle est même tentée de n'être que sur le seuil, c'est-à-dire de ne pas entrer dans cette mondialisation. Elle a peur, elle est échaudée par les difficultés. C'est pas trop tard au bout d'un an et demi mais on aurait pu se poser la question pendant les 5 ans du quinquennat précédent. Ce n'est jamais trop tard quand on parle de la France. Et c'est là où on a besoin des énergies de tout le monde. On a besoin de laisser de côté les tentations, alors qui peuvent être racistes, qui peuvent être de colère. On a besoin, à un moment donné, de se retrouver sur l'essentiel. Et l'histoire de France nous apprend que les Français sont capables de revenir sur l'essentiel et de produire l'effort qui est indispensable pour sauver notre pays, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de cela. Alors on parlera des prochaines échéances politiques françaises, la situation donc intérieure en quelque sorte, mais je voudrais qu'avec mes collègues, eh bien, nous voyions un certain nombre de grands dossiers internationaux. Peut-être, Christophe, pourrait-on commencer avec une actualité immédiate, c'est-à-dire l'arrivée de François Hollande au Proche-Orient ? Oui, avec peut-être une parenthèse, on a l'impression que François Hollande est très actif sur le plan international. Il réussit presque plus de choses que sur le plan intérieur. Mais on verra notamment à l'occasion de ce voyage en Israël, un petit détour par Ramallah également, s'il peut changer quelque chose. Est-ce que la France a un poids sur ce dossier? Est-ce qu'on peut attendre un résultat de cette visite? On doit attendre quelque chose de cette visite. Ne pas obtenir de résultats à l'occasion de cette visite, ce serait pour la France ne pas être une fois de plus à la hauteur de sa mission. Donc tant sur le dossier iranien que sur le dossier syrien, que sur le dossier du processus de paix lui-même, il faut parler vrai. Et ce voyage oblige quelque part le président de la République, François Hollande, à dire des choses difficiles à nos amis israéliens. Du genre la première chose, c'est, puisqu'il est acclamé pour avoir joué un rôle de fermeté dans les dernières négociations sur l'Iran, la première chose, c'est d'expliquer aux Israéliens que cet accord, il est indispensable, il est nécessaire. Et qu'en aucun cas, la France ne peut prendre la responsabilité d'empêcher, pour une raison ou pour une autre, cet accord. Que nous soyons fermes, que nous soyons sérieux, bien sûr. Bien sûr qu'il faut être exigeant, il faut obtenir le meilleur accord possible. Mais le monde a besoin d'un accord, le Moyen-Orient a besoin d'un accord. Et cet accord, il est aujourd'hui possible. Pourquoi ? Parce que les Iraniens sont prêts à faire des concessions importantes pour obtenir la fin de l'embargo. La levée des sanctions. La levée des sanctions, et pour tourner une page. L'élection du président Rouhani l'a clairement montré, il y a une aspiration à quelque chose de nouveau. Mais ne nous y trompons pas. Fermer la porte aujourd'hui à un accord, ce serait prendre le risque, durablement, d'une nouvelle crise dans cette région. Mais la position de fermeté, vous l'expliquez comment? Elle s'explique en perspective de ce voyage en Israël ou elle s'explique en tant que telle? Alors, d'abord, je ne critique pas la fermeté par principe. La fermeté, elle est nécessaire. Il faut être exigeant. Une fois de plus, c'est un dossier difficile, c'est un dossier sérieux. Il y a un certain nombre de points techniques en question sur la centrale d'Arak, sur le droit à l'enrichissement de l'uranium, sur les stocks d'uranium enrichi jusqu'à 20%. Toutes ces questions doivent être traitées. Mais sur toutes ces questions, il y a aujourd'hui sur la table des réponses. Et la question, c'est comment on met ensemble, comment on trouve un langage pour mettre ensemble tous ces éléments et ficeler un accord. Mais je rappelle que cet accord, c'est un premier accord. Alors, les Français peuvent faire de la surenchère et dire que ce n'est pas suffisant. Cet accord, aujourd'hui, je le dis, il est possible. On a techniquement tous les éléments pour avoir un accord. Et dès la semaine prochaine, cet accord, il est signable. Mais il faut prendre en compte deux choses. Il s'agit d'un premier accord, d'un accord intérimaire, et il s'agit d'un processus. Et c'est là où la diplomatie, c'est de saisir l'ouverture quand elle est possible, et à chaque étape, essayer d'obtenir davantage. C'est un processus de confiance. Il faut profiter de l'ouverture qui existe en Iran. Si nous ne le faisons pas, cette occasion risque de se fermer, et durablement. Et nous en paierons tous le prix, sur le dossier syrien, sur le dossier irakien, sur le dossier du processus de paix. Donc, prenons la mesure des enjeux, faisons en sorte que notre diplomatie donne le meilleur d'elle-même, et elle peut le faire. La France, je le rappelle, a un vrai savoir-faire sur ces questions de prolifération. Elle a une vraie compétence dans la négociation avec l'Iran. C'est nous qui avons mené les négociations depuis 2003. Et je les ai initiées avec nos amis allemands et nos amis britanniques. Donc nous connaissons bien ce dossier, peut-être mieux que certains de nos partenaires. Mais faisons attention
de bien nous situer dans le cadre d'un processus de confiance. Soyons exigeants, soyons fermes, mais soyons créatifs, soyons soucieux d'aboutir, parce que l'occasion ne se représentera pas. Et il faut savoir, et je termine par là, il faut savoir que si cette occasion n'est pas saisie, et une fois de plus, je le dis dans l'intérêt de tous, y compris d'Israël, si cette occasion n'est pas saisie, nous rentrons alors dans une zone très dangereuse, où c'est peut-être un chèque en blanc qui sera donné à une intervention militaire, ce qui serait certainement ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire une frappe israélienne contre des sites militaires iraniens. Sachant que cette frappe ne permettra pas de toute façon de bloquer les choses si on pousse l'Iran au-delà de ce qui est nécessaire, parce qu'il y a un certain nombre d'installations qui sont enfouies. Il faut engager un processus de confiance. Négociation. Avec des garanties. Et c'est peu à peu que nous arriverons à renforcer ces garanties, parce qu'il ne faut pas être crédule, il ne faut pas faire un chèque en blanc à l'Iran, mais ces garanties, nous pouvons les obtenir, et nous pouvons, dans le cadre d'un processus, améliorer considérablement les choses. Et vous pensez que la diplomatie française est en mesure d'assouplir Israël sur ce sujet? Mais nous nous sommes mis dans la situation où nous voulons jouer dans la cour des grands. Et je m'en réjouis, parce que je crois que c'est la vocation de la France. Mais ça nous a mal réussi sur la Syrie pour l'instant. Alors justement, revenons-y. De quelle diplomatie parlons-nous? Il y a deux traditions diplomatiques en France. Et c'est là, il faut savoir quelle est la diplomatie française d'aujourd'hui. Je ne vous cache pas, je voyage beaucoup, nos interlocuteurs sont troublés. Ils ne savent pas très bien, ils ne retrouvent pas très bien les marques de la diplomatie française traditionnelle. Il y a deux traditions. La première, c'est la diplomatie gaulliste. C'est une diplomatie de médiation, d'équilibre, qui vise à agrandir le rôle de la France sur la scène internationale en parlant à tout le monde. C'est-à-dire... C'était vrai quand il y avait deux blocs. On est maintenant dans un monde éclaté, dans un monde de puissance moyenne, de puissance émergente, multipolaire. Oui, mais nous sommes toujours dans un monde complexe, où il y a des parties différentes, il y a des émergents, il y a des Européens, il y a les Américains, et il y a toujours un travail de médiation à faire entre des radicaux et des plus modérés. La règle diplomatique gaulliste, parler à tout le monde et essayer, par énergie, par créativité, par imagination, d'inventer des solutions qui n'existent pas sur la table. Mais c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, on n'a pas essayé justement, ça, c'est la tradition gaulliste. Il y a une autre tradition qui est celle de la Troisième République, celle de la Quatrième République, qui est plus coloniale, néocolonialiste, militariste, jusqu'au-boutiste, dont un bon exemple a été Guy Mollet, et qui pourrait être justement cette tentation de la surenchère, de croire que par la force on va régler les problèmes, de croire que... L'intervention militaire, en d'autres termes. De croire qu'on peut être en pointe radicale, alors que notre vocation, c'est de se situer dans cet exercice de médiation, être au milieu. En d'autres termes, est-ce que nous sommes dans la tradition française, qui a toujours été, justement, de faire cet aller-retour entre les uns et les autres, bloc ou pas bloc, ou est-ce que nous sommes dans la position où ont été les Britanniques pendant très longtemps, qui est celle de la surenchère ou de l'accompagnement de la puissance américaine? Aujourd'hui, on se retrouve parfois plus à droite que la droite républicaine américaine. C'est quand même un paradoxe. Si on en revient à la Syrie, notamment, où en effet la France s'est trouvée prise à contre-pied par la position de Barack Obama, une espèce de pas en arrière, il s'agissait aussi de défendre des principes, de défendre le non-usage d'armes chimiques. C'est aussi une position très française de défendre ces traités, de défendre ces engagements. À une nuance près. C'est que la France défend des principes dans un cadre multilatéral, international, c'est-à-dire dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre qui est posé et qui pose un certain nombre de règles de droit et de légitimité. Une intervention en Syrie sur la base des armes chimiques n'aurait pas eu de légitimité internationale. Mais est-ce qu'il ne fallait pas aller aussi loin dans la pression ? C'est quand même au moment où la pression était à son maximum que Bachar al-Assad a fini par permettre aux enquêteurs de travailler sur les armes chimiques. Une fois de plus, la diplomatie, c'est de se servir de tous les atouts qui permettent d'arriver à une fin justifiée et légitime. Vous avez raison sur ce point-là. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai évoqué à certaines reprises, face à ce conflit, la nécessité d'agir pour débloquer des situations, pour faire prendre conscience du drame qui se jouait, sachant malheureusement que dans ce drame syrien, il y a, de la part de la diplomatie française, depuis plusieurs années, à mon sens, une erreur. Et je le dis très modestement. Laquelle ? Et cette erreur, c'est d'avoir posé un préalable
à une négociation, une condition à la négociation, qui est le départ de Bachar el-Assad. On ne se met jamais dans une situation d'ultimatum et de jusqu'au-boutisme en matière de les gaz chimiques contre son propre peuple. C'était pas un préalable pour qu'il parte? C'était pas suffisant? Mais vous savez, le préalable, on peut l'engager sur la scène internationale dans beaucoup de crises, dans beaucoup de régions. Mais le résultat, c'est que vous vous retrouvez 2 ans plus tard avec 120 000 morts. Et vous n'avez pas fait avancer le dossier. Et qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bachar el-Assad est plus fort que jamais. C'est lui qui gagne sur le terrain. Et vous avez des forces en face qui, à bien des égards, sont de plus en plus discréditées. Pourquoi voulez-vous, posons la question de façon caricaturale, mais après tout, c'est comme ça qu'on mesure les choses. Pourquoi voulez-vous qu'on aide en Syrie certains groupes que l'on combat au Mali? Les djihadistes, notamment. Mais oui, vous savez, à un moment donné, il faut essayer d'être clair. Donc la France a fait la une erreur dans diplomatie, cette affaire. la diplomatie, c'est de saisir les opportunités. Chaque ouverture doit être saisie. Et c'est d'être pragmatique pour faire avancer les choses. Les positions de principe, qui sont des positions de blocage, qui ferment toute possibilité d'avancer sur le terrain, sont des mauvaises positions. Et c'est pour ça qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse de la Syrie, dès qu'on sort de ce pragmatisme, c'est-à-dire de la volonté de réconciliation, de la volonté de trouver une solution, eh bien, on se trompe. Il faut une solution négociée en Syrie. Aujourd'hui, plutôt que de se poser la question des préalables sur Genève 2, on ferait bien de penser l'avenir de la Syrie. De quelle Syrie parle-t-on? Est-ce que c'est une Syrie du type Liban à la sortie des accords de Taïf en 1989, c'est-à-dire avec un équilibre institutionnel pluriel, un balancement prenant en compte les différentes parties? Ou est-ce que c'est au contraire une partition de la Syrie, comme sous le mandat français, avec 4 États très différents? Est-ce que d'après vous, tant qu'on était dans la médiation onusienne, on n'avançait absolument pas. Tant qu'il n'y a pas eu cette menace d'intervention, Bachar el-Assad ne bougeait absolument pas, allant jusqu'à utiliser lui-même ses propres armes chimiques. Je ne vous dis absolument pas qu'il faut suivre le système des Nations Unies sans rien faire. Il est bloqué aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur des principes, se situer dans le cadre de ces principes, tout en faisant œuvre de diplomatie. Et la diplomatie française, c'est justement ce travail d'équilibre et de médiation, c'est-à-dire de trouver les idées, d'aller débusquer les possibilités, de parler à tout le monde et à partir de là, de faire des propositions. Il fallait travailler plus côté russe. Mais il faut travailler plus bien sûr. Moi, il se trouve que j'ai croisé François Hollande dans la période de son élection. Le seul message que je lui ai passé, travailler avec les Russes. Mais travailler avec les Russes. Ça n'a pas été fait, à votre avis? Mais sans doute pas suffisamment. Alors les Russes ont simplement une position sans doute pas suffisamment. Mais dans les discussions dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas parler avec les Chinois, avec les Russes, avec les pays qui comptent, qui sont aujourd'hui les pays qui détiennent les leviers de puissance du monde. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne bougent pas? Depuis le début, les Russes ne bougent pas. Mais la preuve, ils ont bougé. La preuve, ils ont bougé. Mais vous savez, la diplomatie, c'est un travail compliqué, c'est difficile, c'est un métier. Il faut entraîner, il faut savoir prendre des risques, mais il faut savoir aussi, à un moment donné, être pragmatique et faire des compromis. Est-ce qu'il faudra un jour peut-être pas reparler avec Bachar el-Assad? Est-ce qu'il redeviendra un interlocuteur? Est-ce qu'il est un interlocuteur? Vous savez, si c'est l'intérêt de la Syrie, si on évite comme cela des dizaines et des dizaines de milliers de morts... d'amnistie sur ce qui se serait passé avec les gaz, etc. Regardez les printemps arabes, regardez ces régimes, ces chefs d'État qui ont été balayés et remplacés souvent par quoi? Par des guerres civiles. À un moment donné, la responsabilité vis-à-vis de l'ordre mondial, la responsabilité vis-à-vis des peuples oblige à prendre des décisions, oui, que peut-être la morale répugne. C'est vrai que ce serait beaucoup mieux d'imaginer la Syrie sans Bachar el-Assad. Mais il se trouve que si on arrête la guerre civile, il se trouve que si on arrête les morts, la souffrance au quotidien, tous ces réfugiés aux frontières, 2 millions de réfugiés, 4 millions de personnes déplacées, eh bien oui, on fera œuvre utile. Et peu à peu, il faut faire confiance à nos partenaires, trouvons une solution glissante qui permette de trouver une porte de sortie à Bachar el-Assad et qui permette de trouver un accord politique pour l'avenir de la Syrie. Alors, ce que je vais vous proposer, avant que nous n'abordions d'autres thèmes internationaux, encore beaucoup de questions à vous poser, Dominique de Villepin. Nous sommes, je le rappelle, sur les antennes de TV5 Monde de RFI, en liaison avec le quotidien Le Monde. Nous allons faire un point de l'actualité avant de vous retrouver dans quelques instants.
Retour à International, notre invité aujourd'hui, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, ministre des Affaires étrangères, et on a vu dans ce portrait tout à l'heure beaucoup d'autres choses. Nous avons encore pas mal de questions à vous poser, notamment sur International. Peut-être un mot de réaction à ce que nous venons de voir dans ce point d'information, la libération d'un otage. Vous-même, en tant que Premier ministre, vous avez dû gérer ce genre de situation. Qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut faire? On ne verse pas de rançon, on ne négocie pas. Est-ce que, à part dire, on ne peut pas communiquer sur ce point, pour vous, est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a une méthode qui est pas très satisfaisante et certainement pas très agréable à évoquer sur un plateau de télévision, qui est qu'on ne peut rien dire ou pas grand-chose, mais on doit tout faire. Une fois, c'est la formule d'ailleurs qu'utilisait Jacques Chirac, et je crois qu'elle est bonne. On a le devoir de tout faire pour nos ressortissants. Y compris verser une rançon? Je le redis, tout faire avec des responsabilités qui sont à la clé, qui est bien sûr, il ne s'agit pas de nourrir les terroristes qui prennent nos otages, parce que si c'est pour libérer 3 otages et en avoir une dizaine la semaine d'après, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Donc, tout faire dans un esprit de responsabilité, tout faire en veillant à ne pas alimenter les circuits du terrorisme. Voilà l'équation. Mais une fois de plus, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, tout l'art est d'exécution. Alors naturellement, sur l'antenne de RFI, où nous sommes également, nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage à nos 2 confrères qui ont été tués, voici plus d'une semaine. Et peut-être ça nous amène, nous étions la semaine dernière au Mali, naturellement, vous interrogez sur le Mali, peut-être avec une première approche. On a le sentiment que l'opération Serval, l'opération française, qui a arrêté la descente des djihadistes vers Bamako, a été très bien vue sur place et que c'est l'une des réussites de François Hollande. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis presque d'accord avec ça. Mais je mettrai un bémol, et en rendant hommage aussi à Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Presque d'accord avec ça parce que j'étais contre cette intervention qui s'est marquée par un succès sur le plan militaire dans la première partie, dans la première période, et aussi un processus de succès sur le plan politique. Mais je suis contre le principe de cette intervention et je crois que nous allons au-devant de graves déconvenues si nous ne recadrons pas les modalités de cette intervention. Il y a un risque d'enlisement? Mais il y a beaucoup plus qu'un risque d'enlisement. Ces interventions, cet usage de la force-là est dépassé. Il n'est pas du XXIe siècle, il n'était déjà pas de la fin du XXe. Pourquoi? Toutes les interventions des 13 dernières années, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Mali, montrent que l'usage de la force ne provoque pas les résultats que l'on espère. Ce sont des coups d'épée dans l'eau qui permettent de gagner du temps, qui permettent de réparer sur le moment les choses, mais qui durablement provoquent des effets beaucoup plus dévastateurs et beaucoup plus déséquilibrants que l'intervention elle-même, en tout cas que l'espoir que donnait cette intervention. Donc je crois qu'il faut être conscient que ce n'est pas une réponse. Et c'est pour cela que j'aurais été partisan au Mali d'un autre type d'intervention, éclair, ponctuelle, limitée, comme nous en avons fait des dizaines de fois en Afrique, au Tchad. On arrête une colonne rebelle sans déployer une force militaire importante sur le terrain, alors même, et je le redis aujourd'hui, que les conditions ne sont pas remplies pour une présence lourde de la France au Mali, et bien souvent pas ailleurs. Les Français sont là pour des années, à votre avis? Mais je le crains de plus en plus, et avec un coût qui sera de plus en plus grand. Pourquoi ? En dépit du processus politique qui est lancé, le Mali reste un pays extrêmement fragile et les rivalités et règlements de compte politiques pourraient se développer très rapidement parce que le gouvernement, qui est très largement clanique, qui est très largement fait d'anciens, a une légitimité qui est discutée et qui sera sans doute de plus en plus discutée sur le terrain. Donc nous rentrons dans un processus intérieur qui n'est pas le nôtre. Deuxièmement, nous agissons dans un territoire gigantesque qui est le Sahel. Quelle est la capacité de la France à éradiquer le terrorisme dans cette région avec une armée, je le redis, parce que je l'ai dit 100 fois, et que je le dis dans le pays qui s'est opposé à l'intervention américaine en Irak. On ne combat pas le terrorisme par la guerre. La guerre contre le terrorisme est une absurdité. Le résultat, c'est que les terroristes,
eh bien voilà, ils sont ailleurs. Ils sont un peu partout dans le pourtour sahélien et ils iront déstabiliser d'autres États voisins. Alors comment est-ce qu'on les combat? C'est depuis 2003, vous étiez aux affaires à ce moment-là quand on commençait à parler d'Al-Qaïda dans la zone sahélienne. Mais on ne les combat pas comme ça. On ne les éradiquera pas comme ça. On a marqué des points sur le plan militaire, on a rétabli une certaine paix civile dans le sud du Mali. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le nord du Mali. Et le résultat... On a laissé éclore. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une méfiance qui se développe. Vous savez, il faut être très attentif aux évolutions des sensibilités, des mentalités dans les pays où on est présent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une méfiance qui est en train de se développer au sein du pouvoir malien, au sein même de la population, qui pourrait conduire un jour à des phénomènes de rejet, parce qu'il y a le sentiment qu'on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire dans le Nord, à Kidal et ailleurs, parce qu'on a le sentiment qu'on ne consulte pas et qu'on agit en terrain conquis, et notamment sur l'opération menée en faveur des otages. Est-ce que toutes les consultations ont été menées, sentiment de n'être pas partie prenante, alors même que c'est leur pays et leur territoire. Donc, je le dis, on est sur des processus qui sont glissants. Mais surtout, pour moi, l'essentiel, c'est que le terrorisme ne peut pas se combattre à l'échelle d'un pays. Comment le combat-on? Alors justement, mais j'y reviens. On ne peut pas le combattre à l'échelle d'un pays, et surtout, on ne peut pas le combattre sans les volontés régionales. On a voulu régler le problème afghan sans associer les pays voisins. On veut régler le problème du Mali, les pays de la région sont très peu... Mais au Mali, la France intervient à la demande de Bamako. Oui. La France, pendant tous les mois précédents, consulte la CEDEAO, monte le dossier à l'ONU, essaie d'avoir la coopération régionale. La MINUSMA. Sauf que la seule armée qui puisse réagir rapidement, c'est l'armée française, non? Eh bien oui. Eh bien, je le redis, il faut pour intervenir, à mon sens, un préalable politique qui n'était pas tout à fait rempli au Mali. Il faut un préalable régional qui n'est que très peu rempli, puisque la MINUSMA, la moitié des effectifs seulement, le Nigeria s'est retiré, la moitié des effectifs sont là. Ces pays devraient faire beaucoup plus. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est très content que la France soit là, et tout le monde demande que la France y reste. Et la France a un gros problème, c'est que plus les mois vont passer, plus ça va être difficile. Donc elle doit se retirer maintenant? Et le Mali, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quelle est notre politique africaine pour tout ça? Quels sont les principes nouveaux qui gouvernent notre relation avec l'Afrique, avec les nouvelles générations, avec l'économie africaine? Je le rappelle, la France s'est peu ou prou retirée de l'Afrique au moment même où l'Afrique émergeait sur la scène internationale, où l'Afrique découvrait du pétrole un peu partout, des richesses minières. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays qui est vraiment très en retard par rapport aux autres puissances qui s'intéressent à l'Afrique. Je pense notamment à des pays bien sûr comme la Chine, mais aussi comme la Russie, comme la Turquie. Tout le monde aujourd'hui développe sa relation économique avec l'Afrique. Nous sommes, nous, très en retard. Et nous nous occupons, certes, de sujets importants, mais nous ne le faisons pas comme il faudrait le faire. Donc je crois que la force, vous le disiez tout à l'heure, souvent, la tentation, quand on est bloqué sur le plan intérieur, c'est d'utiliser la force à l'extérieur. Ça a été la tentation de la 4ème République. Évitons ce piège. Il y avait une urgence. Évitons. Non mais, oui, mais est-ce que vous croyez que cette urgence, on n'aurait pas pu la gérer autrement? Vous savez, une colonne blindée qui arrive dans le désert, il y a d'autres méthodes. On l'a montré une fois de plus. On a vu des colonnes blindées arriver du nord du Tchad pour essayer de déferler sur N'Djamena. On les a à chaque fois arrêtés. On sait faire. Il n'était pas évident. Là, il crée un sanctuaire. Il y a un sanctuaire qui était créé dans tout le Nord Mali. Sanctuaire une fois de plus, une opération ponctuelle. On avait dit calendrier court. Nous sommes désormais sur un calendrier qui est long et qui, à mon sens, sera de plus en plus long. Vous savez, partir, c'est difficile. Arriver, c'est facile. Partir, c'est difficile. Prenons la mesure du risque d'enlisement, le mot n'est pas trop fort, qui existe au Mali. Prenons le risque, prenons la mesure du risque d'avoir un rejet de la part des populations, voire d'autres États africains. La situation, à mon avis, est dangereuse. Dominique de Villepin, nous parlons de l'international depuis près d'une demi-heure. Je me rends compte qu'il y a un mot que nous n'avons pas prononcé, c'est le mot Europe. Est-ce que ça veut dire que la France doit gérer seule cette relation, ces dossiers internationaux, Proche-Orient, Mali, etc. Pourquoi il n'y a pas de cette relation franco-allemande qui était forte, qui structurait cette diplomatie? La France est seule, il n'y a pas d'Europe, ça se délite? Vous avez raison, la France est malheureusement seule au Mali et la France, aujourd'hui, est de plus en plus seule en Europe. Le pouvoir en Europe est aujourd'hui détenu par un pays, c'est l'Allemagne, et nos relations avec l'Allemagne sont des relations de plus en plus épisodiques. Où sont les 2 conseils des ministres annuels que la France avait vocation à tenir avec l'Allemagne?
Où sont les réunions de Blecham, qui sont les réunions informelles entre le président de la République française, la chancelière allemande et les deux ministres des Affaires étrangères? Nous n'avons plus les outils aujourd'hui pour développer le franco-allemand. Ce qui me conduit à poser une question. Puisqu'il n'y a pas de moteur en Europe, est-ce qu'il ne faut pas réinventer un moteur? Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que le franco-allemand, ou réactivons le franco-allemand si nous pouvons, mais essayons d'y associer peut-être des pays correspondant au nouveau rapport de force européen, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à la Pologne, qui permettrait alors de fédérer des volontés et d'essayer de dégager véritablement un objectif. Il y avait un cadre franco-polono-allemand de concertation. Bien sûr, il existe. Bien sûr, quel cadre de Weimar, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, essayons de redonner un peu de démocratie à cette Europe. Il va y avoir des élections européennes bientôt. Dans quelques mois, oui. Voilà. Les socialistes européens se sont mis d'accord pour avoir un candidat, Martin Schulz. Essayons de faire en sorte que cette élection puisse déboucher sur un vrai choix de la part des peuples européens. Pourquoi est-ce que le PPE ne choisirait pas un candidat qui conduirait alors à un vrai débat européen qui permettrait de nommer le président de la Commission par une élection directe? Donc je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui des choix qui sont à faire, des principes qui sont à respecter. Il faut sortir de cet enlisement, de cette petite politique qui est menée au jour le jour et qui ne donne pas de résultats. Sur les européennes, on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer, mais on peut s'attendre tout de même à ce que le débat européen ces élections soient détournées vers des motifs beaucoup plus nationaux. Chaque pays va s'intéresser à ses propres problèmes. On ne sera pas dans un cadre européen et on a l'impression que les populistes vont avoir de beaux jours devant eux. Ce sera une victoire des populistes. Mais vous savez, il n'y a jamais un parlement anti-Europe. Mais nous sommes là pour essayer de trouver des solutions. On peut toujours réagir selon les règles de simples spectateurs. Mais le but de la politique, c'est de faire bouger les lignes. Et en l'occurrence, il est possible de faire bouger les lignes en essayant de rétablir un choix. Est-ce qu'il y a une fatalité au choix par l'Europe d'une politique d'austérité qui nourrit le cycle de récession à travers une situation qui est vraiment, c'est un spectre aujourd'hui pour toute l'Europe, qui est le spectre de la déflation. Aujourd'hui, c'est un vrai risque. Ces questions-là ne sont pas posées. Et ça doit conduire à adapter nos politiques aux risques qui sont devant nous. Les Français ont le droit d'être gouvernés. Les Européens ont le droit d'être gouvernés. Et quand on veut gouverner, il faut présenter des choix. Vous savez, à chaque situation de crise, on se retrouve dans la même situation. Ah ben on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de choix. Non, la démocratie. Alors, ce n'est pas la peine d'être un État démocratique. Nous sommes une démocratie, il y a des choix et on peut agir. Et c'est ça qu'il faut essayer de montrer par le biais de la politique nationale comme la politique européenne. Dominique Villepin, nous avons parlé effectivement de la situation en France et de différents autres sujets. Peut-être encore un mot sur l'international. Est-ce que vous avez été surpris, choqué en apprenant que la France et l'Allemagne étaient à ce point écoutées par les Américains? Vous le saviez, c'est des tartufferies, on fait pareil. Qu'est-ce que vous nous dites d'un mot là-dessus? Oui, surpris, choqué. Surpris, choqué. Nous savons que les pratiques d'espionnage qui sont vieilles et qui appartiennent à tous les temps existaient. Mais c'est une chose d'avoir des cibles économiques ou autres. C'est autre chose que de pratiquer un contrôle systématique sur des populations. Enfin, vouloir contrôler... C'est pas de l'hypocrisie, ce que vous dites. On le sait, tout le monde le savait. Surtout que depuis 2001, il y a eu quand même cette attaque contre les World Trade Center à cette échelle-là, par dizaines de millions, par centaines de millions d'écoutes, non. Non, on ne peut pas dire. Et je pose deux questions. Et je pose deux questions. D'abord, à quoi ça sert ? À quoi ça sert? Enfin, tout à fait entre nous, à quoi ça sert? Est-ce que ça empêcherait un nouvel attentat du 11 septembre aux États-Unis, sachant que cet attentat-là, à l'époque, n'avait pas été trouvé? Et est-ce que c'est par ces méthodes-là qu'on obtient ce type d'informations? Les Américains prétendent que oui, que depuis, ils ont quand même évité sur leur sol un certain nombre d'attentats. Je pense vraiment qu'il n'y a que l'intelligence humaine et la coopération active des services de renseignement, coopération financière, qui permet, c'est exactement comme pour le Mali, je crois qu'il serait beaucoup plus efficace si on voulait vraiment éradiquer, de mettre fin au trafic. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre fin au trafic? Est-ce qu'il y a une volonté des États nationaux dans cette région de se mettre ensemble et de véritablement faire respecter les frontières? Tout ce travail-là, c'est le vrai travail efficace. Alors après, mettre en place des systèmes de masse qui contrôlent les gens, je crois que ça nourrit d'abord un cycle de peur. Les Américains vivent dans cette peur depuis le 11 septembre. C'est l'obsession antiterroriste. Mais je crois surtout que c'est un signal qui s'ajoute à d'autres signaux qui sont tout à fait scandaleux et honteux. Et c'est là où je le dis à nos amis américains.
Ils ont voulu pendant des années exporter la démocratie à travers le monde. On le voit à quel prix, et on voit qu'ils sont... votre discours à la tribune et on voit qu'ils sont revenus sur ces errements. On n'exporte pas, on n'impose pas. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à améliorer la démocratie mondiale. Et c'est là où le fait que les États-Unis ne participent en aucune façon au travail de régulation mondiale, en créant un nouvel ordre, une nouvelle gouvernance, prenez Guantanamo, prenez Abu Ghraib, prenez le contrôle qu'ils exercent dans plein de domaines, dans le domaine de l'Internet. Est-ce qu'on peut laisser, nous Français, que seuls les Américains aient droit à réguler l'ensemble de ces systèmes? Non. On a besoin, dans le domaine de l'Internet, d'une régulation mondiale. Mais quand on a besoin d'un appui dans le renseignement, on fait appel aux drones américains. Au Mali, par exemple. Ça, qu'il y ait eu des choix technologiques qui n'aient pas été faits en leur temps par les Français, par les Européens, c'est évident. Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, transport logistique, etc. Nous avons besoin d'en tirer les conclusions, mais d'un autre côté, réfléchissons sur l'usage des drones. Vous posez la question, le drone n'est certainement pas l'arme magique que croient beaucoup de gens à Washington. Tuer aveuglement des femmes âgées ou des enfants dans les champs, ce n'est pas non plus la solution. Ça peut être une arme, mais c'est une arme qui, là aussi, doit être contrôlée et avec des garanties. Dominique de Villepin, il nous reste quelques minutes dans cette émission. Je voudrais que nous revenions sur la situation politique française. On a vu un pouvoir extrêmement affaibli, historiquement affaibli, celui de François Hollande. Un sondage aujourd'hui dans l'un des quotidiens français montre que les Français se disent la droite ferait pas mieux. Est-ce que c'est le politique qui est discrédité? Est-ce que s'il y a au fond un renvoi dos à dos de tous les gestionnaires sur le thème ils ont fait la même chose, ce qui expliquerait la montée de l'extrême droite? Vous voyez comment cette France, vous qui voyagez? C'est la tentation, oui. C'est la tentation, c'est de constater que le blocage, il est partout et que l'impuissance est générale. Voilà. Et c'est un drame pour la politique, c'est un drame pour la démocratie. On ne peut pas s'accommoder de l'idée qu'il n'y ait rien à faire et qu'ils soient tous nuls. C'est quand même détestable. C'est ce qui nourrit le populisme, c'est ce qui permet à des gens encore plus nuls, d'ailleurs, de marquer des points sur la scène politique et de faire croire qu'ils feraient mieux. Non, je crois qu'il y a un manque de lucidité dans la politique française et qui est partagé par les hommes politiques, par les médias et à bien des égards par les Français. C'est qu'on ne veut pas voir que notre système politique est un système politique rouillé. Il a vieilli. Et qu'aujourd'hui, le président... Mais Hollande a tous les pouvoirs, il a le Parlement, le Sénat, il a tout. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète, mais c'est pas vrai. Moi, j'étais à l'Élysée, je suis arrivé à l'Élysée en 1995, secrétaire général. Et le secrétaire général, c'est quelqu'un qui, en principe, à l'Élysée, a beaucoup de pouvoir. On lui prête beaucoup de pouvoir. On dit même que c'est l'homme le plus fort de la République, le plus puissant de la République. Mais je peux vous dire que c'est faux. C'est faux. Il a une vague console, un vague console téléphonique. Mais justement, aujourd'hui, ils sont dispersés. Ils sont dispersés, ils se sont évanouis au fil du temps. Et ils se sont évanouis parce que notre système institutionnel ne permet pas, n'encourage pas la prise de décision. Et c'est là où on a un contexte qu'il faut analyser brièvement, qui est le double affaissement de l'État. L'État, aujourd'hui, ne répond plus ou ne répond pas comme il a répondu à l'époque, dans les années 60, 70, 80 même. Et la nation s'est effritée, le communautarisme, la montée de revendications catégorielles. Donc nous sommes dans une situation où les outils, les masses de granit sur lesquelles s'appuyait le pouvoir français, sont en train de s'effriter. Il faut donc que le pouvoir politique retrouve des leviers. Aujourd'hui, il peut encore, dans son quinquennat, il peut encore faire quelque chose? Oui, mais il faut frapper fort. Et alors, il faut frapper fort. Quand moi j'étais confronté à la crise des banlieues, j'aurais pu me dire ça ira mieux demain. Ouais. J'ai considéré qu'il fallait décréter l'état d'urgence. On me l'a reproché pour certains Et que faut-il faire alors? Dissolution? Il faut frapper les esprits. Et ça veut dire quoi? Changement de gouvernement? Ça veut dire quoi? Alors, ça peut être un changement de gouvernement, je ne suis pas sûr. C'est une méthode souvent qui a été utilisée sans donner beaucoup de résultats, en tout cas pas dans la durée. Il faut poser clairement la volonté d'écouter. Alors, est-ce que c'est un moratoire sur l'ensemble des mesures qui sont prises pendant une durée déterminée, un moratoire fiscal? Mais cela doit s'accompagner surtout d'une volonté de réaliser les réformes qui permettront à l'État, au gouvernement, d'agir. Enfin, ce n'est jamais trop tard. Mais le préalable, il est institutionnel. Regardez la crise en Bretagne. Sur le CPE, on a vu ce que ça a donné. Donc, vous imaginez, par exemple, que sur l'écotaxe, on opte pour un passage... Enfin, quelle est la solution? C'est bien pour ça que je vous parle de moratoire. Je ne vous dis pas qu'il faut passer en force. Mais d'un autre côté, vous dites qu'il a mis trop de temps à faire les réformes, et maintenant, vous demandez qu'il prenne plus de temps. Parce qu'il n'a pas les outils. Créer de la crédibilité politique, créer de la légitimité politique, se donner des marges de manœuvre, ça implique d'avoir des outils. Aujourd'hui, vous avez un conseil des ministres toutes les semaines qui réunit une quarantaine de personnes
qu'on ne connaît pas en général et dont on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Il faut donner à ces outils, donner à ces leviers de la crédibilité. C'est pour ça que je le redis, un bon gouvernement aujourd'hui pour la France, c'est un gouvernement de 10, 15 ministres, qu'on identifie, qui ont des responsabilités, qui sortent de la logique catégorielle de chaque ministère, de la logique corporatiste où chacun défend son bout de gras. Il faut une vision. C'est deuxièmement un outil territorial. Aujourd'hui, vous avez combien de régions? Plus d'une vingtaine. Il faut avoir un conseil territorial comme le Conseil des ministres, qui réunissent le président de la République, qui réunissent le gouvernement, le Premier ministre, et qui réunissent les présidents de région. Parce qu'on a besoin de prendre des décisions avec cette échelle territoriale. De la même façon, il faut un Parlement qui soit capable, lui aussi, de faire son travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une centaine de sénateurs, 400 députés. Vous voyez bien qu'il faut remettre de l'ordre dans la décision, dans le processus de décision. C'est indispensable. Et puis, posons la question fiscale. La question fiscale, avoir un impôt unique sur le revenu, avoir un seul impôt sur les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, tout cela s'empile et on n'y comprend rien. Deuxièmement, la question sociale qui doit être traitée, c'est exactement la même chose. Voilà. On voit donc la majorité qui a de grosses difficultés. François Hollande a 20% de popularité. Comment est-ce que vous voyez la droite française? Est-ce que vous la trouvez crédible aujourd'hui pour l'alternance? Est-ce que vous vous sentez membre de cette droite-là? Est-ce que vous croyez au retour de Nicolas Sarkozy? Dites-nous un peu comment vous voyez cette droite française. Elle participe des difficultés de la vie politique. Et les hésitations, les combats entre les uns et les autres, les querelles de chefs, ne sont pas là pour essayer de crédibiliser ce que devrait être une alternance. Donc je crois qu'elle... Elle est prête, elle n'est pas prête? Non, elle est à l'évidence pas prête. Elle est à l'évidence pas prête. Et il y a un sursaut indispensable et nécessaire. La préparation. Qui est l'homme fort de la droite française? Mais le plus fort se dégagera, je l'imagine, dans les prochains mois. Les élections aideront à ce processus. L'ombre de l'ancien président est toujours présent. On sent bien aussi que ça bloque une refondation peut-être. C'est ça le paradoxe de notre vie politique. C'est que dans le fond, l'énergie qui est la sienne et que personne ne peut lui enlever, lui donne une crédibilité à droite. Et on voit bien que dans les sondages, il est celui... son retour Et ça dépend de lui. Est-ce qu'il a l'envie? Il a certainement l'énergie. Est-ce qu'il a envie de tirer les leçons, de changer et de rassembler l'ensemble des Français? Parce qu'aujourd'hui, c'est à mon sens le grand problème. Le problème de François Hollande, c'est qu'il n'arrive pas à rassembler sa famille politique, la gauche. Le problème du prochain président de la République, ce sera de rassembler tous les Français, je l'espère. Et surtout, de dégager une politique qui soit suffisamment innovante. Je pense que dans le cadre actuel de la politique telle qu'elle existe, peu de choses est possible. Il faudra donc inventer un chemin. Est-ce que Nicolas Sarkozy y pense? Est-ce qu'il le souhaite? Une fois de plus, l'énergie, c'est un bon point de départ. Vous-même, vous y pensez? Moi, je suis dans la situation d'un homme qui est engagé. Je suis engagé parce que j'ai des convictions et c'est pour cela que je dis peut-être trop fortement ce que je pense sur la vie internationale. C'est ça le combat qui est le mien. Vous n'avez jamais voulu affronter les urnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez considérer maintenant? Jamais eu l'occasion de le faire et quand j'ai essayé de le faire dans le cadre de la présidentielle, vous l'avez rappelé, le contexte était loin d'y être favorable. Mais je pense que nous avons besoin de toutes les compétences, de toutes les bonnes volontés. Mon expérience à moi, elle est internationale. Mon ambition, c'est de faire en sorte que la France soit et reste un pays indépendant et garde un rayonnement dans le monde. Et une fois de plus, la tâche n'est pas simple, ce n'est pas gagné. Et donc, on aura besoin de ce point de vue-là, de toutes les énergies. Dominique de Villepin, merci. Il nous reste 1 minute. Vous allez être, dans quelques jours, un homme allégé d'une collection de bouquins incroyables, de livres historiques. 40 années donc à recueillir ces livres. Donc, deux questions pour terminer. Comment avez-vous fait cette collection? Pourquoi fait-on cela? Et pourquoi vous en défaire maintenant? À la soixantaine, vous venez d'avoir 60 ans. Vous avez 30 secondes pour nous répondre. Pourquoi cette collection qui n'en est pas une? Parce que je le dis dans la préface, c'est une récollection, comme disent les Britanniques. C'est un rassemblement d'œuvres qui m'ont accompagné. Et j'ai constitué, il y a 2 volumes, oui, c'est bien. J'ai constitué cet ensemble en marchant, en avançant. Parce que j'ai le tort sans doute d'être trop passionné et que cette passion, elle se nourrit. Elle se nourrit justement de la rencontre avec nos anciens, tous ceux qui ont fait l'histoire de France. Alors, un témoignage, une lettre de Robespierre, une photo... et pourquoi est-ce qu'on s'en défait un jour? On arrive au terme de cette émission. Pourquoi est-ce qu'on s'allège? D'abord parce que je viens d'avoir 60 ans, c'est une date et qu'on éprouve le besoin, oui, de s'alléger. Et surtout parce que les combats de la vie changent. Et avec ces combats, d'autres rencontres, d'autres
d'autres collections, d'autres ambitions. Et donc, il est naturel qu'à un moment donné, on souhaite redonner son unité. Et j'ai eu grand plaisir à le faire avec un formidable expert, rassembler ses œuvres et leur donner tout le sens qui est le leur. Merci Dominique de Villepin d'avoir participé à cette émission d'International. On croit comprendre que vous avez dans les années qui viennent d'autres rendez-vous. Nous aurons peut-être l'occasion de les évoquer sur ce plateau et au micro de RFI également. Merci pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous sur cette même antenne et à la même heure pour un autre invité la semaine prochaine. Et puis excellente suite de programmes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde.